Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de SpaceX Channel FR. Chose promise, chose due, je suis de retour avec pas mal d'idées pour de nouvelles vidéos. Pour amorcer ce retour, autant le faire dans la même veine qu'avant la coupure. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fait léviter l'overboard de Marty McFly, de la force étrange qui maintient le speeder de Luke Skywalker au-dessus du sol, et de la technologie qui fait faire des acrobaties au taxi de Corbin Dallas. J'ai nommé l'antigravité. Enfin ça, c'est uniquement si les vilains gouvernements ne cachaient pas cette merveilleuse technologie. Regardez cette vidéo rapidement avant qu'elle ne soit détruite ou cachée des yeux du monde. Rassurez-vous, je n'ai pas viré complotiste pendant la coupure. Bon, que ça ne vous empêche pas de vous abonner non plus, hein. En activant les notifications avec la petite cloche, vous serez prévenu des prochaines vidéos. Le sujet du jour m'a été suggéré par Sam et j'avoue qu'il m'a interpellé. Et je me suis dit que ça pourrait faire un bon épisode de debunk. Comme vous avez été nombreux à vouloir le sujet suite à mon petit message d'il y a quelques jours, j'ai décidé de tourner la vidéo. Commençons déjà par un peu d'histoire pour mettre en perspective ce que nous savons de la gravité. La première caractérisation scientifique de la gravité nous vient du traité sur la gravitation d'Isaac Newton. Bon, là, je vous apprends rien. Pourtant, même cet éminent scientifique, s'il a pu mettre en équation les effets de la dite gravité, n'avait aucune idée de sa nature. Il a donc décidé qu'il s'agissait d'une force un peu mystérieuse dont les mécanismes lui étaient inconnus, mais dont les propriétés, elles, pouvaient être mathématiquement prouvées et quantifiées. C'est sa définition que nous utilisons encore aujourd'hui pour les usages courants, puisqu'elle s'applique parfaitement aux phénomènes que nous rencontrons au quotidien. Lorsque nous lâchons un objet, il tombe. La palisse n'aurait pas dit mieux. Mais en fait, c'est inexact. Lorsque l'on suspend un objet au-dessus du sol, la gravité terrestre l'attire, mais l'objet attire également la Terre. Lorsque l'on lâche l'objet, il tombe vers la Terre, mais celle-ci monte également vers l'objet. C'est le différentiel de masse qui fait que c'est la pomme qui a parcouru la majorité du chemin vers le sol. Mais le sol a bel et bien bougé. Un tout petit peu. Si deux objets de masse égale sont dans un lieu où les forces de gravitation des autres corps de l'univers sont négligeables, alors ils tomberont l'un vers l'autre et finiront par se percuter à mi-chemin. La force de gravité générée par un objet est donc proportionnelle à sa masse. On pourrait penser qu'avec cette démonstration de Newton, on sait tout ce qui peut être utile sur la gravité. Mais même Isaac Newton était conscient de ses lacunes sur le sujet. Il dira un jour « Ce que j'ai découvert, ce n'est qu'une tête d'épingle dans l'immensité de l'univers. » Bel exemple d'humilité. D'autres ont alors poursuivi les travaux avec des outils mathématiques plus affûtés. Albert Einstein propose alors une autre explication dans sa théorie de la relativité générale. Il décrit la gravité comme un effet de la courbure de l'espace-temps qui est la structure même de l'univers. Pourtant, cette représentation mathématique ne résout pas toutes les situations rencontrées et laisse des zones d'ombre sur la nature même de la gravité. À ce jour, aucune théorie ou recherche ne permet de rendre notre compréhension de la gravité plus précise, et c'est bien là que le bât blesse. Comment agir sur une force sans connaître précisément sa nature ? La physique quantique tente de donner une explication en introduisant l'hypothèse d'une particule élémentaire qui serait à l'origine de cette force, le graviton. C'est sur cette particule théorique qu'il faudrait agir si on voulait modifier la force de gravité. Or, même les esprits les plus brillants de notre temps n'ont pu observer cette particule, et de plus, ils ne parviennent pas à théoriser son existence par le calcul. De là à dire que cette particule n'existe pas, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas aujourd'hui. Pourtant, il y a de fortes probabilités que cette hypothèse ne soit pas la bonne pour expliquer pourquoi les masses s'attirent plutôt qu'elles ne se repoussent. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on ne peut qualifier le phénomène qu'on arrête de faire des recherches dessus. Et des recherches, il y en a eu. Dans les années 50, des programmes auraient eu lieu au sein de l'US Air Force pour trouver un moyen de propulser armes et engins militaires grâce à l'antigravité. Pourtant,
Le contexte géopolitique de guerre froide de cette époque jette un voile de doute sur les quelques publications faites à l'époque. La désinformation était courante. Les armées du bloc de l'Est, comme les Américains, ont investi dans des théories qui se sont avérées fumeuses juste en raison de la propagande du camp adverse, qui voulait les induire en erreur. Voilà qui crée un terreau bien fertile pour toutes les théories du complot et autres inventions farfelues. Pourtant, il y a seulement quelques années, la très sérieuse NASA a bel et bien financé un programme sur l'antigravité. De 1996 à 2002, le programme de physique avancée des propulseurs a permis à de nombreux scientifiques et ingénieurs d'explorer le domaine. L'antigravité y était nommée propulsion diamétrique pour éviter tout amalgame avec les théories complotistes. Finalement, ces recherches n'ont débouché sur aucune avancée concrète, si ce n'est de donner des solutions partielles aux problèmes que pose la relativité générale, comme la métrique d'Alcubierre que j'ai évoquée dans mon précédent épisode. En clair, à ce jour, le problème de l'antigravité n'est pas résolu, et il est loin de l'être. Pour autant, l'esprit humain n'aime pas le vide. Nombreux sont ceux qui ont tenté de remplir les cases avec plus ou moins de sincérité et plus ou moins de logique. Je vais passer en revue plusieurs de ces tentatives, et nous allons voir qu'elles ne sont pas toutes sans intérêt. En 1920, Thomas Townsend Brown présente un dispositif appelé le gravitor. En faisant passer un courant à très haute tension dans l'appareil, le disque en métal s'allégeait. Pourtant, ce système ne modifiait en rien la gravité, mais faisait appel à l'électromagnétisme. C'est l'effet Bifield-Brown. Les très hautes tensions ionisaient les molécules d'air qui étaient alors projetées sous le disque par le champ magnétique induit dans le disque et formaient ainsi une zone de surpression, un coussin d'air en quelque sorte. Mais Brown était un scientifique et s'est rapidement rendu compte des réelles forces en jeu. Il abandonne alors son gravitor pour se concentrer sur les systèmes à haute tension dont il est spécialiste. Il est probable que sa connaissance des hautes tensions et son invention du gravitor ont inspiré les créateurs de Retour vers le futur pour nommer le savant du film, Doc Brown. La forme du gravitor elle-même deviendra célèbre en inspirant les représentations des soucoupes volantes après la Seconde Guerre mondiale. Faisons maintenant un petit bond dans le temps. Eh oui, c'est approprié, après avoir parlé de Doc Brown. En 1948, un homme d'affaires, Roger Babson, voulait faire avancer la science et il créa la Gravity Research Foundation. Il voulait réussir en premier lieu à comprendre la gravité. Après des débuts chaotiques et des expériences farfelues, des mécènes et des scientifiques très sérieux participeront à cet effort jusqu'en 1967, à la mort de Babson. Si elle n'est plus active, la Fondation continue à récompenser les travaux qui permettent de faire avancer la science sur ce point. Mais le cas le plus intéressant de phénomène de prétendue antigravité est la théorie des disques tournants d'Henry William Wallace. L'homme n'est pas un amateur dans le domaine de la technologie spatiale. Il est un ancien ingénieur de General Electric Aerospace. Il base ses travaux sur une communication d'Eric Laithwaite devant l'Imperial College de Londres en 1974. Il construit un dispositif composé de disques en laiton qu'il fait tourner à très haute vitesse. L'alignement des demi-spins nucléaires du matériau finissait, selon lui, par donner un effet antigravitationnel. En fait, son appareil n'était qu'un simple gyroscope, dont on connaît parfaitement les propriétés apparentes de lévitation sous certaines conditions. Lorsqu'un gyroscope tourne et qu'on le déplace, il fait preuve d'une plus grande inertie que s'il ne tourne pas. Placez-le sur une balance et il semblera être plus léger pendant un instant. Une fois les forces engendrées par la rotation retirées de l'équation, le dispositif de Wallace ne faisait en fait rien. Cela n'a pourtant pas empêché la publication des brevets. Les essais ultérieurs utilisant un protocole scientifique rigoureux n'ont donné aucun résultat positif. Cela n'empêche pas encore aujourd'hui des petits bricoleurs de clamer qu'ils ont réussi à reproduire le dispositif et qu'il fonctionne. Et cela sans aucune connaissance scientifique, et surtout sans contrôle réel de leurs travaux par des méthodes objectives. Une vidéo un peu bidonnée sur YouTube et un petit article pseudo-scientifique a tôt fait de faire le buzz et de rapporter renommée et fortune à son auteur. De là à penser que cela suffit à expliquer la foultitude de ces fakes sur internet, il n'y a qu'un pas, que je franchis ici allègrement. Pourtant, les recherches continuent encore de nos jours, et en 2006, le chercheur Martin Tajmar affirme avoir détecté un effet antigravitationnel à la surface d'un supraconducteur. Bien que la théorie présentée par Tajmar pour expliquer le phénomène soit controversée et que ses résultats n'ont pas pu être reproduits, des chercheurs du Canterbury Ring Laser Group en Nouvelle-Zélande ont poussé l'expérience un peu plus loin, avec des supraconducteurs de plus grande taille.
Leur conclusion est ainsi rédigée. Nos résultats expérimentaux n'ont pas la sensibilité requise, soit pour confirmer, soit pour récuser ces résultats récents. En clair, les effets prétendus sont sous la marge d'erreur des moyens de mesure actuels. Voilà qui pose problème pour se faire une réelle opinion. À ce jour, les effets qu'on attribue à l'antigravité ne sont que des forces physiques qui s'opposent à la force de gravité, pas des moyens qui la suppriment. Parmi ces phénomènes, on peut parler de la propulsion magnéto-hydrodynamique, ou MHD. Ici, pas de carabistouille complotiste. Le procédé existe vraiment. C'est ce qu'avait découvert Brown. Non, pas celui-là, l'autre. On ionise un fluide à l'aide d'un champ électrique et ensuite on déplace ce fluide ionisé à l'aide d'un champ magnétique. C'est le principe du lifter. Ces petits appareils argentés qui s'envolent comme par magie. Le souci de ces dispositifs est qu'il faut beaucoup d'énergie pour les faire voler. Si une pile suffit à faire voler un petit mobile en balsa de quelques grammes, l'échelle de puissance ne serait pas du tout la même avec un appareil de la taille d'un avion. Il faudrait une puissance colossale pour parvenir à un résultat et aucune source d'énergie n'est assez petite et concentrée pour être embarquée à bord d'un tel engin. Rien que la pile des tout petits modèles réduits est trop lourde pour être embarquée et soulevée. Même les fils doivent être les plus légers possibles parce que trop gros, ils empêcheraient le lifter de s'élever. En plus, la MHD ne fonctionne pas dans le vide et serait donc totalement inutile dans l'espace. Au final, même si j'ai omis de vous parler des plus saugrenues des théories du complot qui traitent d'antigravité, mais aussi des théories mathématiques les plus complexes qui vous auraient ennuyé et qui sont encore loin de donner un résultat même théorique, eh bien il reste un point qui a été soulevé dans une nouvelle de science-fiction que l'on doit à Isaac Asimov, astrophysicien et immense auteur de science-fiction. Dans cette nouvelle, un scientifique, James Preece, invente l'antigravité. Il demande alors à l'ingénieur génial Edward Bloom de lui construire une machine qui découle de ses théories. Bloom construit alors l'engin et crée une zone d'antigravité au centre d'une table de billard pour la démonstration. On pourrait s'attendre à ce que la boule de billard qui traverse le champ d'antigravité s'élève doucement du tapis. Pourtant, Asimov était un scientifique, et il ne pensait pas que c'est ce qu'on verrait. Supprimer les effets de la gravitation sur un objet revient à lui donner une trajectoire rectiligne à une vitesse constante, due à son inertie. Or, nous sommes dans un univers en mouvement. Les trajectoires des planètes, des étoiles, des galaxies, de tous les amas et superamas galactiques sont courbes, et sous l'influence de la gravitation de milliards de corps célestes. La boule de billard partirait alors dans une direction totalement différente de celle de la table, à une vitesse relative vertigineuse, tout comme la matière contenue dans le champ d'antigravité. Il est probable qu'elle atteindrait une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière et deviendrait alors un boulet de canon cataclysmique. Vous voyez maintenant pourquoi SpaceX n'utilise pas l'antigravité. Eh bien tout simplement parce que nous ne l'avons pas encore découverte. Certaines solutions de la théorie de la relativité générale suggèrent même que la gravité ne peut pas être affectée. Pourtant, nous sommes encore face à de nombreuses inconnues sur notre univers. Pourquoi son expansion s'accélère-t-elle ? Pourquoi y a-t-il si peu de matière dans l'univers par rapport aux prévisions mathématiques ? Pourquoi la gravité semble changer dans les trous noirs et peut ainsi courber la lumière qui n'a pas de masse ? Bref, s'il existe encore de nombreuses inconnues dans notre compréhension, combler les trous avec des théories fumeuses est une bien mauvaise manière de stimuler notre créativité. Il y a bien pire que de ne pas savoir quelque chose. Penser avoir la solution alors qu'elle n'est pas vérifiée ou étayée scientifiquement revient à s'interdire de continuer à chercher la bonne solution. Les dogmes et fausses informations ont été des freins énormes à la connaissance depuis la nuit des temps. Il est parfois plus important d'être conscient de ce que l'on ne sait pas que de croire avoir une solution à un problème et de se tromper. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Salut!